Bonjour à toutes et à tous. Jacques Lacan montre que dans une analyse, il s'agit d'interpréter, c'est-à-dire de lire dans le symptôme le message de désir qu'il recèle. Si le désir déroute, il suscite en contrepartie l'invention d'artifices jouant le rôle de boussole. Une espèce animale a sa boussole naturelle qui est unique. Dans l'espèce humaine, les boussoles sont multiples. Ce sont des montages signifiants, des discours. Ils disent ce qu'il faut faire, comment penser, comment jouir, comment se reproduire. Cependant, le fantasme de chacun demeure irréductible aux idéaux communs. Jusqu'à une époque récente, nos boussoles, si diverses qu'elles soient, indiquaient toutes le même nord, le père. On croyait le patriarcat un invariant anthropologique. Son déclin s'est accéléré avec l'égalité des conditions, la montée en puissance du capitalisme, la domination de la technique. Nous sommes en phase de sortie de l'âge du père. Le désir d'être autre du patient d'Ella Freeman Sharp, voir la leçon du 14 janvier 1959 et les suivantes, conduit Lacan à Hamlet, être ou ne pas être, c'est-à-dire à la tragédie du désir, aidé en cela par Freud, pour qui elle est de nature et d'importance comparable à celle de la tragédie oedipienne antique. Jean Starobinski montre que les deux œuvres sont liées dans l'intérêt et la recherche de Freud dès 1897, soit 3 ans avant la publication de la Traumdeutung. En effet, dans sa lettre du 15 octobre 1897 à Wilhelm Fliess, Sigmund Freud écrit « La légende grecque de l'Édipe roi a saisi une compulsion que tous reconnaissent parce que tous l'ont ressentie. Chaque auditeur fut un jour en germe, en imagination, un Édipe et s'épouvante devant la réalisation de son rêve transposé à la réalité. Il frémit suivant toute la mesure du refoulement qui sépare son état infantile de son état actuel. Mais une idée m'a traversé l'esprit. Ne trouverait-on pas dans l'histoire d'Hamlet des faits analogues? Comment expliquer cette phrase de l'hystérique Hamlet? C'est ainsi que la conscience fait de nous tous des lâches. Sa conscience et son sentiment inconscient de culpabilité. Puis, dans la première édition de la Traumdeutung en 1900, dans une note de bas de page, dans Édipe, le fantasme de désir fondamental de l'enfant est mis au jour et réalisé comme dans un rêve. Dans Hamlet, il reste refoulé et nous ne faisons l'expérience de son existence, à la façon des manifestations d'une névrose, que par ses effets d'inhibition. Hamlet peut tout accomplir, hormis la vengeance qui s'abattrait sur l'homme qui a écarté son père. Ce qui s'offre à nous dans Hamlet ne peut être que la vie psychique du poète lui-même. Le drame aurait été composé immédiatement après la mort du père de Shakespeare. En ce qui concerne Lacan, pas moins de 7 leçons de son séminaire, Le désir et son interprétation, seront consacrées à relier et faire parler les deux tragédies séparées par plus de 2000 ans. La méthode est exposée au cours de la leçon introductive du 4 mars 1959. Un parti pris structural qui ne laisse place à l'analyse et à la causalité qu'au second ordre. C'est une méthode classique qui procède par la comparaison, la mise en corrélation des différentes fibres de la structure, considérée comme un tout articulé, et nulle part il n'y a plus d'articulation que dans ce qui relève du domaine du signifiant. La notion même d'articulation, je le souligne sans cesse, est en somme consubstantielle au signifiant. Pour faire parler les deux mythes, l'antique Édipe et le moderne Hamlet, sur le désir, Lacan va mettre leur structure signifiante commune à l'épreuve des différences qui les distinguent. La granularité du système signifiant et les nécessaires articulations qui en résultent vont révéler quelque chose de leur structure commune. Si, dans l'un des deux drames, une des touches du clavier se trouve sous un signe opposé à celui où elle est dans l'autre, nous essayons de voir si, pourquoi, comment, dans quelle mesure, il se produit dans chacun une modification corrélative de sens opposés. L'observation de telles modifications révèle quelque chose de la structure et des articulations qui les ont produites. Par exemple, si l'opposition des contraires apparaît en 2 endroits de la forme du mythe, l'hypothèse d'un lien de structure entre ces 2 points peut être faite.
Venons-en au désir d'Hamlet. Si le spectre est pour lui la forme du savoir inconscient sur les circonstances criminelles de la mort du roi son père, ce savoir peut habiter et animer plus ou moins consciemment d'autres personnages du drame. Par exemple, sa mère, Polonius le chambellan, Horatio, l'ami fidèle, car tous ont jusque-là fréquenté le meurtrier, le seul à savoir consciemment. N'est-ce pas justement Horatio qui confirme à Hamlet « Il n'y a pas besoin de fantômes pour nous dire cela ». Pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas dans le désir d'Hamlet, ce que montre le baromètre de la position d'Hamlet par rapport au désir que nous avons de la façon la plus évidente et la plus claire sous la forme du personnage d'Ophélie, objet conscient du désir du héros. C'est que Hamlet a un acte à faire et que toute sa position de sujet en dépend. L'étude comparée des deux fibres héros révèle une différence fondamentale entre Oedipe, qui ne sait pas comment et par qui son père est mort, et Hamlet, qui sait que son père a été tué, qui se sait coupable d'être, et auquel la logique du signifiant impose le choix parmi deux issues impossibles. Il ne peut ni payer à la place du père, qu'il s'agisse des fautes qui le condamnent à l'enfer, ou de la vengeance sur le meurtrier qui a réalisé le vœu inconscient d'Hamlet, ni laisser la dette ouverte. Face à ces deux impossibles, le héros temporise, comme l'enfant oedipien détourné par la menace de castration de la satisfaction de son désir, l'accès à un des deux objets parentaux et qui se protège par l'inhibition, inaugurant la période de latence. Si l'identification à l'un des parents est le chemin typique, normal, par lequel l'enfant résout l'impossibilité oedipienne, Hamlet, au contraire, doit trouver un chemin original. Quelles sont les voies de détour qui rendront possible cet acte en lui-même impossible? Donner ou redonner son sens à la fonction du désir dans l'analyse et l'interprétation analytique est le but précis du séminaire rappelé en début de la leçon suivante. Avant de nous livrer son interprétation de la tragédie, Lacan en montre l'extraordinaire. Cette œuvre de Shakespeare n'est pas un événement littéraire comme un autre. D'abord, le contexte de la première représentation en 1601 fournit lui-même des espèces de faits premiers qui ont bien leur importance. Exécution du comte d'Essex, amant de la reine, qui brise le charme cristallin du règne d'Élisabeth, la reine vierge, et précède le retour au chaos avec tout le drame de la révolution puritaine. C'est la fin des Tudors. Ensuite, l'abondance et l'extraordinaire diversité de la littérature qui lui est consacrée sont un autre signe de la puissance de l'événement. Ernest Jones, dans Hamlet et Oedipe, 1910, a réparti les critiques en deux thèses. Lacan en a ajouté une troisième. L'analyse psychologique, l'action paralysée par la pensée. Les difficultés extérieures, elles expliqueraient les embarras d'Hamlet, par exemple la nécessité de convaincre le peuple de la culpabilité de Claudius avant d'agir. Mais cela ne résiste pas à la critique. Hamlet sait qu'il doit tuer Claudius. L'impossibilité de la tâche elle-même, contient une contradiction interne. Plusieurs auteurs ont vu les signes de cette difficulté sous-jacente en partie non maîtrisée. Jones mentionne déjà que si quelque chose doit entrer dans les ressorts inconscients, ce sera quelque chose de beaucoup plus radical et de plus concret que la morale, l'état ou le savoir absolu. Pour Lacan, ce premier pas analytique consiste à transformer la référence psychologique en une référence, non pas à une psychologie plus profonde, mais à un arrangement mythique, censé avoir le même sens pour tous les humains. Enfin et surtout, en Angleterre, une représentation d'Hamlet, c'est toujours un événement, et pour l'acteur, un couronnement. Il y a autant d'Hamlet que d'interprètes et une masse énorme de commentaires sur chaque interprétation. La raison est que la place du désir y est si excellemment, si exceptionnellement articulée que tout un chacun vient s'y reconnaître. Cette tragédie fonctionne comme un filet d'oiseleur tissé d'Oedipe et de castration dans lequel le désir de l'homme spectateur vient se prendre. Mais la modification des coordonnées du conflit oedipien faite par Shakespeare en altère la structure fondamentale. Et de là nous permet un pas supplémentaire
au-delà d'une reconnaissance par chacun de sa propre aliénation oedipienne, provoquée par la castration. Le désir, l'homme n'en est pas simplement investi, possédé. Il a à le situer, à le trouver dans une action qui ne peut pour lui s'achever, se réaliser, qu'à condition qu'il soit mortel. Ella Freeman Sharp voit en cette œuvre une création de l'esprit de Shakespeare, une projection sous forme dramatique des conflits de l'auteur. En extériorisant sous une forme dramatique les objets introjectés, il se délivra du « quelque chose dans son âme d'où le poète n'est pas Hamlet ». Hamlet est ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas écrit Hamlet. Ainsi, Shakespeare, ayant extériorisé et élaboré le conflit intérieur provoqué par la mort de son père, sut sauvegarder sa santé mentale. C'est peut-être la portée et la profondeur de ce pouvoir de dramatisation des forces intérieures de l'âme qui lui permirent à la fois de devenir le plus grand dramaturge du monde et de rester un homme normal. Elle conclut son étude par un hommage à Freud. En lisant parallèlement Hamlet et les travaux que Freud et Abraham ont consacrés au deuil et à la mélancolie, on est frappé, une fois de plus, par la majesté de l'œuvre humaine. La science et l'art s'accordent ici avec bonheur, en un mariage parfait. La psychanalyse est à la fois une science et un art. Freud et ceux qui, pour le suivre, ont eu besoin de son courage, mettent à nu, dans leur propre psyché et dans celle des autres, les drames que les grands poètes projettent sur la scène du monde. Dès les premiers vers de la pièce, lors de la relève de la garde, dans l'acte 1, scène 1, l'étrangeté est signifiée quand ce sont ceux qui viennent qui demandent « qui est là ?», alors que ce devrait être le contraire. Et avant la fin du premier acte, nous sommes informés par la parole du spectre de la présence, au premier plan, du désir de la mère. Le deuxième acte est constitué par l'évocation et l'organisation de la surveillance de Hamlet, consigne de Polonius pour la surveillance de son fils Laert, parti en France, et l'arrivée des deux amis Rosencrantz et Guildenstern, dont Hamlet se méfie à juste titre, puis se termine par la création de la scène dans la scène, stratagème imaginé par Hamlet pour démasquer Claudius, le meurtrier de son père. Pendant la représentation modifiée du meurtre de Gonzague dans l'acte 3, scène 2, Hamlet refuse avec défiance l'invitation, le désir de sa mère et se couche aux pieds d'Ophélie. « Non, bonne mère, un aimant plus puissant me requiert. S'étendre entre les cuisses d'une pucelle, c'est un rêve charmant. » Mais malgré la panique par laquelle Claudius se dénonce, Hamlet va une fois de plus reporter son acte, malgré une occasion favorable. Il préfère se rendre chez sa mère, dans sa chambre, pour tenter avec l'aide et la surveillance du spectre de la libérer de l'accoutumance maudite de son désir dans l'acte 3, scène 4. Reprenant le conseil du fantôme de se glisser entre elle et son âme, Lacan souligne qu'il s'agit là du travail de l'analyste, que c'est à l'analyste que s'est adressé cet appel. Ainsi, après avoir été blessé mortellement dans le duel truqué, Hamlet pourra enfin s'accomplir par l'acte devenu possible, et devenu possible au pire moment pour Claudius, celui où il se voit responsable de la mort de Gertrude, de Laert et d'Hamlet, celui qui s'ouvre sur l'enfer, ici l'incestueux, l'assassin, danois de l'enfer. Bois la drogue avec la perle, rejoins ma mère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur vos réseaux, abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.